tu me dis si tu es OK, c'est de démarrer directement par ta présentation, tu nous dises qu'est-ce que tu as fait de beau dans la vie, sachant que si ça cause de Ouais, commercialisation et de marketing, ce serait bien dans le thème et ça nous arrangerait. on va essayer. Donc je vais te donner ma première vie. Non, je rigole. Merci. Donc ce que je disais, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc j'ai fait des études de pharma à Dijon et assez vite, j'ai eu envie de travailler dans la commercialisation des médicaments. Donc à l'époque, le parcours très classique, hein, une sixième année industrie, assez générale, enfin une cinquième année industrie assez générale à Dijon, et une spécialisation par un master. Donc à l'époque, il y avait 3-4 masters, les 3 masters parisiens, le SCP, l'ESSEC et HEC, et à l'époque, il y avait le MIP aussi, Master d'industrie pharmaceutique à Dijon. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'autres masters, notamment, on aura peut-être l'occasion d'en parler soit ce soir, soit à un autre moment, qui proposent des cursus en alternance. Voilà. À l'époque, Ah, c'était un ça se fait master aussi classique. avec le marketing maintenant, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de l'alternance. Et moi, je sais que ça se fait pour la prod, pour l'assurance qualité en prod, etc. Mais il y a aussi des masters en marketing ou en commercialisation qui passent en alternance maintenant. Ouais, il y en Ah, a de ça, c'est plus en bien plus. ça. Et je trouve que c'est intéressant comme formation parce que généralement, c'est pendant un an. Donc, ce qui permet d'avoir un rythme. Alors, ça dépend des masters, mais 3 semaines, une semaine, ou 8 mois, 4 mois. Enfin, voilà. Et ça dépend des masters. Mais je trouve que c'est aussi une formation qui est intéressante, l'alternance. Bon, moi, j'ai fait un master classique, 6 mois en école de commerce, à l'ESCP, et 6 mois de stage derrière. Et à l'époque, on ne parlait quasiment, pour les gens qui faisaient ces masters, que de marketing. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire intégrer une direction marketing, où généralement il y a un directeur market et des chefs de produits. Et donc c'est être assistant chef de produit, donc accompagner le chef de produit dans toutes ses activités quotidiennes. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? On va être vraiment bête et méchant. Moi, je veux dire, qu'est-ce que c'est? Ouais, Parce que comme après, je sais que tu vas le différencier de plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous ouais. définir ce que c'est que le marketing? Parce que comme voilà, pour moi, le marketing, c'est celui qui vend des boîtes et qui vend des médicaments à des gens. Aussi Alors bête. non, on peut dire ça, mais en fait le marketing, il a 2 grands rôles, enfin 3 grands rôles. Il a la stratégie, définir la stratégie, quels axes de communication on va mettre en avant sur le médicament dont on occupe. Mhm. Donc ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, si on fait simple, ça peut être l'efficacité, ça peut être la tolérance, ça peut être la simplicité d'utilisation, un comprimé par jour par exemple. Ça peut être ce que vous fabriquez, hein, un système sécurisé pour une injection intramusculaire. Enfin voilà, ça peut être plein de choses qui peuvent être mises en avant. Et il va les mettre en avant de différentes manières. Il va les mettre en avant via la visite médicale. Donc ça, c'est le canal, on va dire, majeur de communication. Il peut le mettre en avant à travers des participations à des congrès médicaux. Il peut le mettre en avant à travers de la publicité Mhm. dans des journaux médicaux, Quotidien du médecin, Egora, je ne sais pas si vous connaissez Egora, qui est un gros site d'information médicale pour le coup pas pour des médecins, il faut être inscrit à un ordre pour pouvoir y accéder, pour être docteur. Donc voilà, le marketing, son rôle, c'est ça. Donc si je dis que c'est de la promotion du médicament, est-ce que c'est trop vulgarisé ou est-ce qu'on est à peu près dedans? Oui, l'objectif, c'est d'organiser la promotion du médicament. Ok. Mais aussi, ce que je disais, petit 1, la stratégie, 2, la promotion, et 3, c'est aussi, forcément, dans le marketing, on fait beaucoup entre guillemets, de plans marketing qui implique quelque chose qui va vous toucher directement, c'est les forecasts de vente, puisque qui dit vente dit produit, qui dit produit dit production de produits. Voilà. Donc moi j'ai fait un stage un peu particulier, j'avoue, je fonctionne beaucoup à l'affect et j'ai rejoint en fait quelqu'un que je connaissais de par mes activités associatives à l'export. Alors à l'export à l'époque c'était les Dom-Tom et les pays du Maghreb. Mais ce qui m'intéressait dans ce stage, c'est que je pouvais toucher plusieurs produits. J'avais des produits hospitaliers,
dans le cancer du sein. Des produits aussi, ce qu'on appelait de mass market, c'est-à-dire pour le médecin généraliste, comme les anticholestéroléniants ou les IPP. Et donc, c'est des stratégies de communication différentes, forcément, parce qu'on ne va pas parler à un médecin généraliste comme quand on s'adresse à un hyperspécialiste d'un cancer du sein ou d'un cancer du cou. Juste les IPP, pour ceux qui ne savent pas, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons. C'est des médicaments essentiellement pour éviter les reflux gastriques ou les ulcères à l'estomac, pour diminuer le pH de l'estomac. Bref, voilà, en gros. C'est quelque chose d'assez commun dans les médicaments que vous prenez tous les jours. Excuse-moi, Vince, je fais juste des petits points pour les acronymes, parce que tout le monde ne connaît pas forcément les noms des médicaments. Ce que j'ai aimé dans mon stage, c'est qu'en plus, au-delà d'avoir des médicaments très différents, j'avais 2 maîtres de stage avec 2 profils très différents. Le premier, je vous en ai un petit peu parlé, je le connaissais, c'est un profil très classique, marketeur, qui était pharmacien aussi, qui est fini en 95 ou 96. Moi, pour info, j'ai fini en 2004, 2004-2005. L'autre personne était quelqu'un qui venait du terrain, ce qu'on appelle des ventes. Donc, il y avait un profil de délégué médical, après directeur régional, qui est en fait la personne qui encadre un groupe de directeurs de visiteurs médicaux, pardon. Et ensuite, elle avait été directrice des ventes. Donc, directrice des ventes, elle encadre les directeurs régionaux. Et puis après, elle avait fait du market parce qu'elle souhaitait continuer à se développer. Donc avec 2 approches très différentes. Donc voilà, et ça va expliquer mon poste suivant. Après, j'ai fait un CDD, une petite année, je crois, au marketing. Et mon poste suivant était un poste de délégué médical à l'hôpital. Puisque à l'époque, on demandait à des pharmaciens de faire systématiquement, enfin on demande, en tout cas c'était très bien vu, de faire du terrain, comme ils disent. Tu mettais une charlotte et t'allais faire des boîtes alors. Ça, c'est du terrain. D'aller sur le terrain voir des médecins, discuter avec des médecins au quotidien. Là, j'ai eu la chance de faire ça à l'hôpital. C'est plutôt agréable, puisqu'on discute avec des gens plutôt de haut niveau et on a plutôt du temps pour discuter, alors qu'en ville, c'est vrai que les visites sont plutôt rapides et on est sur peut-être un mode plus relationnel. Pendant 2 ans. Et donc là, explique-nous, c'est quoi ton métier là vraiment? Tu vas faire du marketing, donc de la promotion des produits auprès des médecins hospitaliers. Donc c'est-à-dire que tu vas organiser des rencontres avec des médecins hospitaliers pour aller leur expliquer le nouveau médicament qui sort ou des choses comme ça? Je vois des médecins tous les jours, donc généralement tu as des objectifs. Moi je ne sais plus combien c'était, 6 à 8 médecins à voir par jour sur des spécialités qui prescrivaient potentiellement des médicaments dont j'avais la charge. Donc c'est les rencontrer en face-face, c'est faire des stages. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On peut organiser des réunions aussi, soit entre midi et 2, soit le soir, avec plusieurs professionnels de santé. Et on va choisir un intervenant qui est généralement un médecin spécialiste de la pathologie qui vient présenter quelque chose. La dimension qui était intéressante dans ce poste-là, c'est que c'est des produits, je vous l'ai dit, prescrits par des gens à l'hôpital, puisqu'on était sur des antithrombotiques d'urgence, on était sur des produits de réanimation, et qu'il y avait une dimension, ce qu'on appelle hospitalière, parce que c'est des produits qui sont prescrits par des médecins hospitaliers, mais délivrés à l'hôpital et administrés à l'hôpital. Parce que vous pouvez aussi avoir des produits, vous en avez de plus en plus en onco, qui sont prescrits à l'hôpital, mais délivrés en ville. Oui. Puisqu'en onco, vous avez de plus en plus ce qu'ils appellent des thérapies orales. Et donc, voilà. Là, j'avais de la dimension entière de l'hôpital, c'est-à-dire prescrit à l'hôpital, délivré à l'hôpital, administré à l'hôpital, généralement sur des patients hospitalisés en plus. Et donc j'avais cette dimension-là qui, en fait, me reliait aussi, ça fait lien avec un autre métier de la pharmacie, puisque j'avais une dimension marché, c'est-à-dire que j'allais discuter avec les pharmaciens hospitaliers de l'intérêt de référencer mon produit plutôt qu'un autre. D'accord, ouais, donc là tu avais aussi les pharmaciens d'un côté. Ok. Voilà. Donc onco, c'est la cancérologie aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément le terme. Oncologie ou cancérologie, c'est tout ce qui est lié autour des traitements des cancers au sens très large, divers et variés, quoi.
Anissa, est-ce que tu as 2-3 questions à poser à Monsieur Vince? Le métier du coup de délégué médicaux, vous êtes surtout, tu es surtout sur le terrain en interaction avec les professionnels de milieu hospitalier, contrairement à d'autres métiers où on est peut-être moins en interaction comme ça. Quand tu es alors, je suis désolé parce qu'il y a un petit décalage. Quand tu es délégué médical, en fait, comme je l'ai dit, tu dois aller voir des médecins quasiment tous les jours. Moi, j'avais une grosse région. J'avais Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne, qui commence à être une grosse région. Et en effet, j'avais un objectif de voir 6 à 8 médecins par jour. Alors, j'organisais ma journée comme je le voulais. Ça m'est arrivé de partir très très tôt, ça m'est arrivé de partir plus tard. Quand je dis très très tôt, c'est à 5h du matin pour être à Reims à 8h. Ça m'est arrivé de partir tard parce que j'avais des rendez-vous plutôt tard dans la journée. Alors tu fonctionnes de 2 manières, sur rendez-vous et puis sans rendez-vous, c'est-à-dire que tu vas dans les services et tu essaies de... Tu tapes aux portes, quoi. Ouais, tu tapes aux portes et tu essaies de... Voilà. Parce qu'il y a des médecins qui aiment bien fonctionner ça sur rendez-vous et d'autres qui n'aiment pas fixer des rendez-vous, donc ils ne savent pas comment la journée va se passer. Voilà. Par exemple, typiquement, moi je travaille avec les urgences sur un produit dans les hémorragies, alors c'est un peu technique, mais les hémorragies surdosage en AVK. Les antivitamines K, vous savez qu'un anticoagulant qui est prescrit notamment chez les personnes âgées. Et le problème du surdosage en AVK, c'est que voilà, vous avez des saignements massifs qui peuvent entraîner des AVC et des décès. Et donc j'avais un produit pour ça. Et j'allais aux urgences souvent le matin à 8h, parce que 8h c'est le moment où vous avez en fait le changement d'équipe. Donc vous avez l'équipe de nuit qui arrête et l'équipe du matin qui arrive. Et autour d'un café, on pouvait discuter un peu plus tranquillement des produits et comment les utiliser et quelles difficultés pouvoir rencontrer. Et c'est là où le marketing est important, parce que le marketing va faire des documents qui vont faciliter l'utilisation. Par exemple, ce produit, c'était une dose poids, et donc forcément, ils avaient des petites réglettes pour les aider à calculer rapidement combien, chez leurs patients de 75 kg, il fallait qu'ils mettent. Ils n'avaient pas à sortir la calculette. Voilà. Des documents de sensibilisation aussi, forcément, ce qu'on appelle des documents d'environnement, donc ils ne parlent pas directement du produit, mais ils parlent de l'environnement de la pathologie pour les sensibiliser sur le fait de dépister ces gens-là, c'est-à-dire patient âgé qui arrive, il n'est pas forcément en surdosage en AVK, mais il s'est cassé la hanche, je ne peux pas l'opérer s'il est sous AVK. Oui, sinon il va pisser le sang. Sinon il claque sur la table d'opération. Il faut qu'il pose la question, penser à poser la question et puis penser à administrer un antidote avant de l'envoyer au bloc, quoi. Voilà. Donc en fait, t'étais très là, c'est marrant parce que la vraie différence que je vois aussi avec ce qu'on fait nous avec le Ludo par exemple en prod, c'est que nous on est très très proche des produits. Là, toi, t'es très très proche du médical, enfin de l'utilisation en tant que telle du produit. Et effectivement, c'est assez intéressant là-dessus. Alors, je vais te couper 2 secondes parce qu'on a quelques questions, parce que du coup, on a déjà un backlog de questions. Effectivement, ça intéresse pas mal de monde, quoi. Alors, je vais essayer de les rassembler. Mais alors, il y a une question de Julie Thomas 09 qui nous demande quelle est la différence entre un délégué médical et MSL. Sachant que MSL, pour moi, je connais la MLS, c'est le championnat de foot américain, mais la MSL, je sais pas ce que c'est. MSL, c'est Medical Science Liaison. On appelle ça aussi les médecins régionaux. D'accord. D'ailleurs, au départ, quand je suis arrivé dans la pharma, on appelait ça les médecins régionaux parce que généralement, c'était des médecins en fait, qui faisaient ce métier. Alors, le délégué médical, on en a parlé un peu hier soir et je pense qu'on pourra faire une émission là-dessus, mais rapidement, il est soumis à ce qu'on appelle une charte de l'information promotionnelle. Cette charte, elle est importante parce qu'en fait, elle est signée entre le LEM, qui est le syndicat des laboratoires pharmaceutiques, et le CEPS, qui est le comité économique des produits de santé. Et elle impose notamment aux délégués de ne parler d'éléments qui sont uniquement dans le RCP. Donc le RCP, c'est le résumé des caractéristiques des produits, qui synthétise tous les éléments validés par les autorités de santé. Aujourd'hui, c'est le MEA, mais
ça peut être encore de manière sporadique la NSM. Donc ça va utiliser bien sûr les indications, là où les indications, la posologie, les études cliniques qui ont permis de soutenir ces éléments-là. Donc voilà, le délégué médical est très encadré dans ce qu'il a le droit de dire ou de ne pas dire. Là, il peut pas s'enflammer et en trouver des arguments ou des points positifs à son truc. Là, pour le coup, il récite quelque chose. Enfin, il est borné par ce RCP. Il peut pas. Ouais, enfin, évidemment, il peut pas inventer une nouvelle indication, mais il peut pas trop faire de la pub. On n'est pas à TF1, quoi. Non, exactement. D'ailleurs, vous voyez, la promotion du médicament, elle est très encadrée, puisque vous n'avez pas de pub pour les médicaments remboursés à la télévision, bien sûr, ni au cinéma. On n'est pas aux États-Unis où ça se fait beaucoup. Voilà, et le MSL aujourd'hui, donc Medical Simple Liaison ou médecins régionaux, responsable médical régional, c'est des termes identiques, il ne dépend pas du marketing, ou ce qu'on appelle plus globalement du business, il dépend des affaires médicales, donc d'une direction médicale. Et on en parlait hier, il n'est pas assujetti aux ventes, c'est-à-dire qu'un délégué médical, il va être primé tous les quadrimestres généralement, sur l'évolution, alors ça peut être plein de choses différentes, mais on va dire grosso modo sur l'évolution de sa part de marché sur son secteur. Le MSL, il n'a pas de prime du tout là-dessus. Voilà. Quelle que soit la quantité vendue du produit en question, c'est ça. Donc en fait, là où le délégué médical, en gros, plus il vend de produits, plus il arrive à vendre et à promouvoir le produit, et plus il va être mieux il va être payé, il aura des bonus en plus, donc il a quand même envie de le faire. Le MSL, il est moins assujetti à ça, quoi. Ou pas du tout même, tu disais. Pas du tout. Après, moi j'ai souvent une expression. Le MSL, il fait quand même partie d'une marketing compagnie. On détaillera dans la deuxième partie ce que c'est exactement. Donc, il est là quand même pour s'inscrire dans une démarche globale sur le médicament et le fait que le médicament soit utilisé. La différence, c'est qu'il n'est pas assujetti aux ventes de la filiale ou de sa région ou du pays. Il dépend des affaires médicales et puis en termes de communication, il est beaucoup plus libre. D'accord. Alors je vais mettre un petit bémol sur il est beaucoup plus libre. En France, vous savez qu'on adore les lois, voilà. Donc en France, on a une règle spécifique qui n'existe dans aucun autre pays au monde. Le MSL peut parler quasiment de tout, en tout cas tout qui est validé scientifiquement, médicalement. Donc il y a une communication qui est faite sur un congrès il y a 15 jours sur son médicament avec potentiellement une nouvelle indication dans 2 ans, parce que le temps que les autorités, le temps que ça soit publié, valide ça, tout ça, analyse tout ça, et voilà, il a le droit d'en parler. Alors, il a le droit d'en parler, mais en France, il faut que ce soit en réponse à question des médecins. Il peut pas le promouvoir d'emblée, quoi. De lui-même, il peut pas en faire comme si c'était dans le RCP à l'avance, quoi. Exactement. Ok. Voilà. C'est bon à savoir. Ouais, c'est bon à savoir, ça. Alors, du coup, vas-y, si tu veux finir, j'ai d'autres questions. Alors, vas-y, passe les questions. Donc, alors, du coup, non, mais pour rebondir là-dessus, il y a Sapsies qui veut parler d'argent d'entrée, mais donc il dit que lorsqu'on démarche un médecin, est-ce que l'argumentaire, il est principalement orienté balance bénéfice-risque, facilité de prise ou fréquence de prise, et quelle est l'importance de la partie prix du produit? En gros, voilà, c'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, les argumentaires, ils sont vraiment liés est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est que là-dessus et qu'on est tous honnêtes et que c'est la facilité d'utilisation ou des bénéfices rendus là-dessus? Ou est-ce que la partie prix, elle est vraiment prépondérante pour que ce soit à l'hôpital ou ailleurs, quoi? Je pense pas que les médecins s'en foutent, non, du prix que ça coûte le produit quelque part. Alors, tu as tout à fait raison, les médecins n'en ont rien à faire. D'accord. Mais vraiment rien à faire. Ouais. Enfin, à part quelques-uns. Qui veulent se sauvegarder la sécu peut-être un peu plus que les autres, sinon ils s'en foutent en fait. Voilà, alors, je vais mettre un petit bémol. Faut pas qu'on dise trop ça, s'il y a des médecins qui nous écoutent, mets des bémols s'il te plaît. Un peu les choses. Ça fait partie des missions du délégué médical de connaître ce qu'on appelle l'ASMR, le taux de remboursement et le prix de son médicament, et il est censé le dérouler à chaque fois. 9 fois sur 10, le médecin l'arrête avant la fin. Voilà, pour information. Après, il y a des mécanismes de contrôle de prix, notamment pour les produits hospitaliers. Vous savez que depuis, on en a beaucoup parlé depuis quelques mois, vous savez que l'hôpital est à la tarification à l'activité. Exact.
hein, ce qu'on appelle la T2A. La T2A, ouais. Je vais essayer de faire simple. Ouais, c'est pareil, il y a moyen de faire une émission sur la T2A. 95% des médicaments qui sont prescrits et délivrés à l'hôpital, ils font partie d'un GHS, d'un groupement homogène de soins. C'est-à-dire que mon patient, il a une hémorragie, je vais coter qu'il a une hémorragie, et pour soigner cette hémorragie, je vais avoir, je vais dire une bêtise, 5 000 euros. Et dans ces 5 000 euros, tout doit rentrer, et le médicament compris. D'accord, c'est-à-dire le traitement, enfin le soin, le diagnostic, les actes médicaux qui vont avec et le médicament. Exactement. Okay. Exactement. Donc, si vous voulez, le médecin, entre guillemets, se fout du prix, mais pas complètement non plus. Il ne va pas prescrire un traitement à 10 000 euros si son GHS il est à 5 000, parce que il va se faire un peu démonter par sa hiérarchie au bout d'un moment. Alors après, il y a d'autres mécanismes, je vous rassure, pour ce qu'on appelle les médicaments très innovants ou très chers, ils sont prescrits hors GHS, c'est une enveloppe à part, voilà. Ouais, quand il y a quelque chose qui a un gros intérêt thérapeutique mais qui coûte plus que ce que la Sécu est capable de rembourser, on va pas dire non c'est pas grave, on va pas sauver les gens, les laisse mourir, mais parce que ça coûte un peu cher. Oui, il y a d'autres parcours quand même. Il y a d'autres mécanismes. Ça fait plaisir, encore, ça rassure un peu. Ça rassure un peu. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Ouais, carrément. Moi, il y a Anissa qui pose des questions. Comme tu as un parcours un petit peu varié, parmi les métiers qui existent dans le marketing, entre autres ceux que tu viens de nous citer, est-ce qu'il y en a un, en l'occurrence, qui peut être intéressant pour débuter en tant que jeune diplômé et qui permet une formation assez globale? J'ai pas de bonne réponse à ça parce que on y viendra un peu plus tard. Je peux y répondre plus tard. On se note la question, on y répond plus tard parce que dans la deuxième partie du coup. Oui, dans la fin de mon parcours. En continuant entre guillemets mon parcours. Le truc classique, moi je te l'ai dit quand je suis arrivé il y a 15 ans, c'était d'être assistant chef de produit, donc de faire du market. Il y avait quasiment en stage que ça. Un peu de, on n'en a pas parlé hier, mais ce qu'on appelle la business intelligence, c'est un département qui s'occupe d'analyser les chiffres à travers chiffres de vente, ce qu'on appelle des panels de médecins, et qui en fait travaille pour le marketing pour lui fournir des outils d'analyse du marché. Donc il y avait un peu de stage là-dedans, beaucoup au market, et c'était à peu près tout. En tout cas pour des gens qui voulaient faire entre guillemets de la commercialisation. Parce que là, en l'occurrence pour les stages, aujourd'hui, il y a d'autres métiers qui s'ouvrent. Aux affaires médicales. Je suis désolé, il y a un petit décalage. Oui. Vas-y Vince, vas-y, fini. Il y a d'autres métiers qui s'ouvrent pour les pharmaciens, aux affaires médicales, avec l'assistant chef de médecin produit, voilà. Aux affaires pharmaceutiques, alors c'est tout ce qui est accès au marché, de plus en plus aussi, ils prennent des stagiaires. Voilà, il y a de plus en plus de ponts, j'ai envie de dire, entre ces trois entités de business company, c'est-à-dire la direction marketing-vente, les affaires médicales et la direction de l'accès au marché. Voilà. Vas-y Anissa, finis ta question. Je voulais rebondir là-dessus parce que souvent dans les intitulés de stage, on retrouve assistant chef de produit, mais je ne sais pas si c'est ce qu'il faut privilégier en termes de première expérience dans ce domaine, ou peut-être s'orienter vers un métier tout autre, plus orienté sur le terrain, ou je ne sais pas. Non, en stage, il ne faut pas faire du terrain. En stage, il faut vraiment... Après, c'est un choix. C'est-à-dire que le marketing, c'est de la com, c'est un peu... alors, pas qu'on est assistant, mais de la stratégie. Voilà. Sur un métier de chef d'assistant aux affaires médicales, assistant médical advisor, assistant médecin produit, tu vas être plus sur de l'expertise. Tu vas rentrer dans le détail des études. Tu vas aider le marketing justement à valider ces messages, que les messages qu'ils sont en train d'écrire dans les éléments promo pour les délégués, ils ne sont pas en train de dire une bêtise sur l'étude parce qu'ils ont voulu travestir un peu le message. Ça sent le traumatisme. C'est assez varié. Tu vas travailler avec la pharmacovigilance, tu vas travailler avec la R&D,
qui fait toutes les études de développement. Tu vas travailler avec le département accès au marché aussi. Et donc au département accès au marché, tu vas aussi avoir une dimension médico-économique qui depuis 15-20 ans a beaucoup accéléré, et depuis 5-10 ans a pris une dimension fondamentale en France. C'est une manière de présenter tes données cliniques que tu vas les mettre en avant, on va dire économiquement. Donc il faut comprendre les données médicales. C'est pour ça que souvent c'est des pharmaciens, en tout cas des gens qui ont de la culture médicale, qui sont dans ces départements-là. C'est parce qu'il faut comprendre les données médicales et ensuite, avec des compétences médico-économiques qui s'acquièrent, savoir les valoriser et les mettre en avant pour les autorités de santé. Voilà. Du coup, tu disais en gros pour démarrer un métier de terrain du style faire de la visite médicale et puis aller faire de la... Ça paraît pas la meilleure idée, c'est-à-dire que tu vas te perdre là-dedans. Enfin, parce que c'est marrant parce qu'en production, on dirait l'exact opposé en fait. On dirait en prod, quelqu'un qui veut commencer à faire un stage va mettre une charlotte et va regarder comment se fabriquent les médicaments pour appréhender un peu comment ça se fabrique et comme ça, t'es plus légitime quand tu vas après être expert du truc. Donc, tu dis un peu l'inverse, toi, Vince, c'est marrant. Non, je dis que quand tu fais un stage, tu sors t'es en 6e année, pour valider ta 6e année, tu dois faire un stage. Il faut le faire dans une des 3 métiers que je t'ai indiqués. D'accord, ok. Ça n'existe pas d'ailleurs, pour moi, à mon sens, de stage terrain. C'est pas compliqué, ça n'existe pas. Donc après, on est dans le step d'après. Une fois que j'ai fait valider mon stage, qu'est-ce que je fais? Donc après, on peut en parler des heures. Il y a la vraie vie et la théorie. Si on part sur la théorie, moi je vous dis qu'en effet, faire un métier terrain, c'est intéressant. Alors après, quel métier terrain? Ça peut être de la visite médicale, ça peut être MSL, ça peut être responsable parcours de soins, puisqu'aujourd'hui, il y a quelques laboratoires, enfin il y a pas mal de laboratoires qui ont développé des responsables parcours de soins, dont le métier c'est de travailler sur les points de blocage au niveau régional ou local, c'est-à-dire d'un hôpital ou d'un bassin de population qui fait que les patients sont présents en ville mais n'arrivent pas à l'hôpital, voilà, ou n'arrivent pas dans les bons services, ou ne sont pas pris en charge correctement. Donc ces gens-là sont au contact des médecins, des associations de médecins, voire des ARS pour travailler sur ce genre de choses. Donc en effet, moi je pense que, mais c'est mon expérience, c'est intéressant d'avoir une expérience terrain assez rapidement. Voilà. D'accord. Autre question aussi, on entend souvent que sur les sites de production, on peut facilement switcher d'un métier à l'autre, passer de la prod à la qualité, assurance qualité. Est-ce que c'est aussi le cas dans le domaine du marketing ? Oui et non. Merci Vince. Non, mais j'ai pas de bonne réponse. J'ai pas de bonne réponse. Est-ce que si on commence par exemple d'abord vraiment vers le pôle marketing, on peut facilement se rediriger vers les affaires médicales par la suite, ou ça? Est-ce que t'es pas un peu étiqueté d'emblée, après tu bosses que tu t'es fait une tranchée dans une voie et tu peux plus en sortir, ouais. Ouais, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Alors, tu pourras toujours switcher si tu es chef de produit vers un poste de MSL, ça c'est possible. D'accord. Après, revenir sur des postes de medical advisor. Après, quand tu es directeur market et que tu as 40 ans, donc tu vas pas switcher sur un poste de... Ça va être compliqué de MSL. D'accord. Après, tu peux switcher en fonction, mais là, il faudra peut-être te former sur l'accès au marché. Ça, je l'ai vu aussi. Jules, qui devait être avec nous ce soir, il a fait du market, chef de produit, plusieurs années. Il a fait ensuite MSL. Il est revenu au market. Voilà. Donc les ponts, ils existent. Mais ils n'existent pas jusqu'à... Alors, je ne connais pas assez bien la prod, mais ils n'existent pas jusqu'à 40 ans. Quoi. Voilà. D'accord. Alors du coup, tiens, tu parles de chef de produit. J'essaie de reprendre un peu les questions. Il y a Roxane, 1998, qui est donc née pendant qu'on était champion du monde. C'est bien, bravo à toi.
Bah ouais, sauf que toi tu l'as pas vécu, nous oui. Et voilà, moi je passais le bac, j'étais content. Hein, on a fait la fête. Elle demande, elle demande quelles sont les qualités d'un chef de produit. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme caractéristique personnelle peut-être? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de bagou, être ultra convaincant? Est-ce qu'il faut avoir la tête sur les épaules? J'en sais rien moi. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, il faut, oui, faut être un bon communicant. Et globalement, dans les métiers de la commercialisation, c'est un socle commun, être un bon communicant. Ouais. En tout cas, sur la partie marketing et sur la partie affaires médicales, en tout cas MSL. Pour moi, un bon chef de produit, il a un très bon relationnel, il a une forte capacité d'analyse, parce que il faut analyser le marché qui est en face de toi. Aujourd'hui, la plupart des marchés sont hyper concurrentiels. Et puis, voilà, je dirais ces trois qualités. Alors, attends, bouge pas. J'ai d'autres questions aussi. Il y a des questions qui tournent autour du design du packaging. Il y a MC Boréal, par exemple, notre tata favorite, qui nous dit: est-ce que c'est dur de revoir un packaging design? Je ne sais pas si c'est en lien avec ce que tu viens de nous dire, mais il y a des gens qui nous posent des questions, du coup, le lien entre le packaging, et je pense que je sais ce qui est un peu derrière tout ça, c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, les marketeurs, ils n'ont pas envie d'avoir une belle boîte avec des paillettes brillantes, avec des petits cœurs sur les i, ou en prod, ou en forme de cœur, et en prod, c'est une galère intégrale à refaire. Et on sait aussi que le packaging, des fois, quand il faut changer de packaging et changer une petite couleur ou un truc, en prod, en tout cas, ça nous occasionne de refaire des commandes, de changer le BAT, le machin, le truc, ça peut prendre des siècles, etc. Donc, voilà, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout le packaging et la façon dont on fait les boîtes, entre guillemets? Pour moi, le chef de produit n'a aucune, ou la direction marketing, ou ce que tu veux, n'a aucune influence là-dessus. Ah ouais. En fait, donc, qui est-ce qui veut faire des boîtes en forme de cœur alors? Alors, attendez, il faut juste avoir conscience d'un truc, c'est que l'industrie pharmaceutique, en fait, quand elle vend un médicament à un médecin, ou quand elle parle d'un médicament à des médecins, le médecin, il ne peut jamais avoir vu le médicament, la boîte, ou même les comprimés, ouais. Puisque, en fait, elles ne sont pas délivrées chez lui, elles sont délivrées à l'officine. Donc, si vous avez des remontées du marketing sur le packaging ou les comprimés, c'est parce que généralement, des patients sont plaints à leur médecin, le médecin va se plaindre au laboratoire. Puisqu'il a un service qui s'appelle information médicale, qui dépend des affaires médicales, où il peut remonter, voilà, ou contrôle qualité pharma, dans la business company, où il peut se plaindre, voilà, les comprimés sont trop gros, la petite vieille n'arrive pas à ouvrir le blister, voilà. Mais jamais, je ne crois pas avoir entendu un médecin demander une boîte fluorescente dans la nuit pour que la petite fille puisse la retrouver en ce moment à 5h du matin. Non, parce que je t'avoue que c'est vrai que des fois j'ai des souvenirs. Alors on parle des boîtes parce que voilà, c'est ce qui parle à tout le monde, mais que ce soit ou des systèmes de sécurité ou des choses comme ça, où des fois on se dit, voilà, j'ai un exemple en tête où on se dit on a un système de sécurité pour une seringue où le système il est ovale parce que ça fait joli qu'il soit ovale, c'est super, hein, il est joli le système, sauf que pour mettre une étiquette sur un truc qui est ovale, nous on préfère mettre une étiquette sur un truc qui est rond, quoi, parce que c'est plus facile en fait. Donc non mais c'est rigolo, des fois c'est des choses où on se dit, on peste un peu sur les gens. Alors les gens du marketing, parce que pour nous le marketing c'est tous ces gens-là, quoi, tu vois, on n'a pas de distinction et on peste un peu là-dessus, mais bon, c'est rigolo. Mais c'est une bonne question, je ne sais pas qui décide du design c'est peut-être les gens qui s'occupent de la formulation. Ouais, peut-être, je sais pas. Qui choisissent après. Alors des fois, il faudrait qu'ils viennent nous voir en tout cas. Je vais faire un truc ovale. Ce serait bien qu'ils viennent nous voir de temps en temps pour qu'on se mette d'accord sur ce qui est facile à faire ou pas, parce que bon, des fois les trucs jolis c'est cool, mais des fois. J'en profite pour dire merci à Joker GGG qui s'est abonné avec son Prime, super, merci à toi et bienvenue. Voilà, c'est super chouette pour nous soutenir. C'est un habitué, Joker GGG, bien sûr. Non, mais du coup, le bienvenu en tant que nouveau sub. Et puis, qui est-ce qui s'est sub aussi? On a Bamban qui s'est sub, non?
On a Bamban76, ou Bamban, je sais pas comment il s'appelle. Notre Bamban, quoi, qui s'est sub aussi. Merci beaucoup à toi. Et voilà. J'aimerais avoir ton avis, Vincent, aussi sur un autre point. On est nombreux à se poser cette question, mais c'est peut-être une idée reçue. On entend souvent qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent s'orienter vers ce type de poste, mais qu'il y a peu de postes à pourvoir. Et puis également qu'il y a une concurrence entre les pharmaciens qui ont une double compétence dans le marketing, avec les personnes non scientifiques issues d'écoles de commerce ou avec une formation uniquement commerciale. D'accord. Est-ce qu'il y a une réelle concurrence, compétition entre les deux ? Alors, la réponse, elle est oui. Il y a moins de postes qu'il y a 20 ans. Parce que, en fait, il y a moins de produits, j'ai envie de dire, qui sont promus. Et les produits qui sont promus, c'est des produits généralement hospitaliers, où il y a un ou deux chefs de produits. Sur des produits de cardio, notamment les hypocholestérolémiants, où quand j'ai commencé, il y en avait encore en promotion, il y avait 4-5 chefs de produits, donc forcément, il y avait plus de postes. Sur un anticancéreux, il n'est pas rare qu'il y ait un ou deux maximum chefs de produits. Alors, peut-être que sur le Keytruda que vous connaissez, de Merck, qui va faire, je ne sais pas combien il va faire, je crois il doit faire 18 ou 19 milliards de dollars à la fin de l'année. Et donc il y a une vingtaine d'indications. Il y a une vingtaine d'indications dans 20 cancers différents. Donc là, oui, tu as des chefs de produits, peut-être pas par indication, mais en tout cas, tu as plusieurs chefs de produits. Donc, c'est dire qu'il y a de la concurrence, oui. Après, les parcours sont moins linéaires qu'avant. Ce que je disais, avant, tu arrivais, c'est un stage chef de produit, tu étais chef de produit junior, tu partais un peu sur le terrain, on te faisait remonter un peu de BI, donc de business intelligence, tu moulines les données, t'es pas mauvais, tu reviens chef de produit, tu pars directeur régional parce qu'il fallait que tu t'apprennes à faire du management et il n'y a rien de plus compliqué que de manager des vendeurs, des délégués médicaux. Tu revenais chef de gamme, on appelait chef de gamme, mais en fait le chef de gamme manage plusieurs chefs de produits et ainsi de suite. Voilà. Aujourd'hui c'est beaucoup moins linéaire. Tu peux commencer par du market, aller au médical, faire du market access, faire un peu de formation. Voilà, tu peux switcher entre les différents domaines. Et malgré tout, c'est ce que je disais, le marketing a perdu quand même beaucoup de saveur, puisque depuis 20 ans, les produits sont quand même drivés au niveau global, Europe, voire global en termes de stratégie de communication. Alors après, en France, c'est un poil différent, comme on a une réglementation assez stricte sur la promotion. Il faut toujours adapter le discours, le message, voir le matériel qui est utilisé par les délégués. Le market a perdu aussi beaucoup d'actions qui sont parties au médical. D'accord. Donc le marketing a perdu un peu, on va dire, de sa superbe et de son aura. Voilà. C'est triste ce que tu nous dis là. Ça motive pas ni ça. C'est vrai que quand on fait un bac+6, une fois diplômé, on s'attend à avoir directement du travail forcément. Ouais. Donc quand on entend que c'est un secteur sur lequel on peut mettre un petit peu un frein, c'est... Ouais. Après c'est très lié au contexte aussi, donc je sais pas, ça peut changer aussi, mais bon c'est vrai que ça fait... voilà quoi. Carrément. Il y a Olivier 91 370 qui est un peu dans la domaine aussi, qui dit plus de parcours linéaire, il faut savoir faire de la godille. Mais c'est pas mal quoi. Et il disait aussi que tout à l'heure il fallait, pour le chef de produit, il faut avoir une putain d'énergie parce que c'est comme un chef d'orchestre. Donc faut avoir la niaque apparemment. Oui, il faut avoir la niaque, mais dans la pharma en général, il faut avoir la niaque. Bien sûr. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez vu en prod, mais dans les labos en général, dans la partie business, ce que j'appelle la pyramide managériale, elle s'est vachement écrasée. Oui, il y a moins de strates intermédiaires, t'as pas le chef du chef du chef du chef, c'est...
Ouais, je parlais tout à l'heure avant, tu avais l'assistant chef de produit, le chef de groupe, le directeur marketing et le directeur de la BU éventuellement. Là, maintenant, dans les gros trucs, tu as le chef de produit et éventuellement le directeur market. Voire le chef de produit est en lien direct avec le patron de la BU. Alors, du coup, il y a moins de boulot, il y a moins de postes, mais est-ce qu'ils sont pas aussi plus intéressants? Parce que si tu as moins de strates, tu as plus de rôles, plus de responsabilités, ou t'as moins dilué un peu tout ça. Est-ce que c'est pas aussi plus intéressant quelque part? C'est pour mettre un peu de baume au cœur à ce que tu disais tout à l'heure, que le marketing, ça perd de sa superbe. Non, je dis que ça perd de sa superbe dans le sens où la réglementation s'est beaucoup durcie et il y a beaucoup de choses qui sont sorties de son scope. Après, le market reste le chef d'orchestre quand même dans tous les laboratoires de la promotion, c'est réducteur, mais de toute la communication autour du médicament. Que ce soit la communication vente, market ou la communication médicale. Voilà. Donc, on demande aussi aux marketeurs aujourd'hui des qualités de savoir faire du management transversal, enfin voilà, de coordonner un peu l'action, on va dire, d'une équipe où il y a plusieurs métiers et il n'y a pas du reporting direct. Ça roule. Donc c'est un métier qui est différent par rapport à il y a 20 ans, ça c'est clair. Bon, ce que je propose, comme il est 20h déjà, là, c'est que... Bon, on n'a pas fini ton parcours, hein, Vince, on est complètement à la bourre de notre truc, mais c'est pas grave. Ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause, on essaye de résoudre notre petit problème technique. J'en profite pour dire que Roxane trouve que tes questions sont très pertinentes, Anissa. Merci, Roxane. Et ça, c'est une vraie copine, ça fait plaisir. Et puis on revient d'ici, le temps qu'on règle les problèmes, on essaie d'ici le plus vite possible, d'ici 5 minutes. Et puis on finira ton parcours, Vince, et on parlera de tout ce que tu nous disais hier sur la marketing compagnie. Ouais. Impeccable. Différents métiers. Ça marche. Allez, à tout de suite.